Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Les Re-Remarques, votre podcast fantasy, romantaisie et littérature de l'imaginaire. Pour cet épisode spécial, nous nous sommes mis à la couleur de la saison puisque nous avons décidé de partir sur le thème hiver. Qu'il soit éternel et magique, que l'action se passe en hiver ou sous les neiges de l'Arctique ou du fin fond de la galaxie, on vous emmène avec nous. Enfilez vos bottes et mettez vos fourrures, Winter is coming. Pour commencer, nous allons parler de L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden. L'Ours et le Rossignol fait partie de mes coups de cœur de ce début d'année et je peux m'avancer en disant qu'il sera l'une de mes lectures favorites de 2025. Le livre de Catherine Arden fait partie d'une trilogie sortie aux éditions de Noël. Le récit réécrit le conte russe de Morosko. Le conte russe de Morosko est une version slave de Cendrillon, avec des éléments plus surnaturels et une morale centrée sur la bonté et l'humilité. C'est un récit typiquement slave où la nature est personnifiée en un être surnaturel qui peut être à la fois cruel et généreux, selon la façon dont on le traite. On y découvre l'évolution de Vassia, de sa petite enfance à l'âge adulte. Le récit est particulièrement détaillé lorsque l'on se focus sur les périodes précises. Le vocabulaire est très pointu et c'est ce qui donne un cachet au livre. L'Ours et le Rossignol paraîtra peu attrayant pour les fans de fantasy badaboum boule de feu, mais j'ai apprécié le côté merveilleux des créatures qui sont abordées dans le livre. J'ai été subjuguée par ma lecture. J'ai été transportée dans un univers inconnu pour moi, les contes et croyances russes et slaves. Le froid ne représente pas seulement la mort dans le livre, mais aussi l'humilité face à la nature impartiale de l'hiver. Je vous invite à découvrir le livre pour découvrir un folklore que nous connaissons très mal en France. Je voulais juste qu'on revienne aussi sur quelque chose parce que je pense que c'est un point important à aborder. Ça a été du coup l'occasion pour toi de découvrir les mythes et légendes russes. Est-ce que tu pourrais nous en dire pourquoi tu es attirée par cette culture? Parce que justement, je trouve que c'est assez intéressant aussi. Une partie de la famille de mon compagnon est russe et j'ai toujours adoré découvrir de nouvelles cultures. Une culture, ce n'est pas seulement une langue, des traditions, des croyances ou de la gastronomie. Ce sont aussi les histoires que l'on raconte aux enfants et qui permettent d'apprendre et de grandir. Je trouve important de faire perdurer le folklore dans chaque région du monde. La littérature permet de sauvegarder et garder une trace de toutes ces histoires et de les faire vivre. L'Ours et le Rossignol m'a permis de me plonger dans un pan entier de la culture russe. Après ma lecture, j'ai été heureuse de pouvoir discuter avec ma belle famille du conte de Morosko et j'ai franchement hâte de ma prochaine lecture dans le monde russe. Qui sait, nous pourrions faire des épisodes thématiques sur des régions du globe afin de mettre en avant différentes cultures et folklore. J'ai déjà hâte, et moi aussi. Pour ma part, j'ai enfin lu La fileuse d'argent de Naomi Novik. Et c'est drôle, je vois pas mal de similitudes entre nos deux lectures, puisqu'il s'agit aussi d'une réécriture de contes dans un univers inspiré des traditions slaves, et qui laissera les amateurs de high fantasy peut-être un peu sur le carreau, en privilégiant plutôt l'ambiance au côté vraiment fantasy. Naomi Novik est un des noms assez incontournables de la fantasy pour sa série téméraire qui mélange les dragons et l'ère napoléonienne, et que je n'ai pas lu parce qu'elle est longue, qu'elle date un peu, et surtout parce qu'on m'avait trop souvent dit que ça s'essoufflait terriblement. Déraciné et La fileuse d'argent sont deux one-shots que je veux lire depuis très longtemps, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de le faire. Vous avez probablement vu sa nouvelle série, Scholomance, sur les tables de vos libraires, une série sur laquelle je me suis jetée du coup à sa sortie et qui a fini en un abandon aux 50% du premier roman, dans une rage terrible contre celui-ci. Alors j'avoue, j'avais bien été refroidie du coup de l'autrice après cette débâcle-là, et j'avais donc relégué La fileuse d'argent au fin fond de ma pile à lire, et au vu du thème, je me suis dit que vraiment, c'était la dernière chance que je laissais à l'autrice. Et j'ai franchement bien fait. Dans La fileuse d'argent, on suit Myriam, une jeune femme juive, dans ce qui semble être l'Europe de l'Est, peut-être du côté de la Pologne ou de l'Ukraine, ou même peut-être de la Russie impériale. Son père est prêteur et est plutôt mauvais avec ça. Il se fait complètement rouler dessus par des gens à qui il prête de l'argent, n'arrive pas à leur réclamer et condamne du coup sa famille à vivre dans la misère. Jusqu'à ce que Myriam décide que c'est assez et endosse le rôle de son père, allant réclamer ce qui leur est dû. Elle se révèle douée pour récupérer l'argent prêté de manière ferme mais juste,
et avec un redoutable sens des affaires. Tellement qu'elle attire l'attention de son grand-père, prêteur lui aussi dans la ville la plus proche, mais surtout l'attention des Starrick. Car en marge de ce monde semblable au nôtre, en existe un autre peuplé de créatures terrifiantes, les Starrick. Liés à l'hiver et semblant tour à tour l'accompagner ou le déclencher, ils n'hésitent pas à pourchasser les humains qui chasseraient les animaux dans leur forêt, ou les dérober sur les routes de leur or qu'ils convoitent. Alors, forcément, une jeune femme qui se vante de pouvoir transformer l'argent en or, ça ne pouvait que mal finir, mais surtout finir par attirer leur attention. Myriam va devoir prouver son don ou très mal finir. On va aussi suivre plusieurs personnages gravitant autour de Myriam, dont certains seront ses alliés dans les épreuves à venir et la menace que l'on devine derrière le Starrick. Les points de vue étant d'intérêt variable et pas toujours très heureux, j'ai trouvé que c'était un des points faibles du récit. Néanmoins, Wanda, la jeune paysanne qui va devenir le bras droit de Myriam, et Irina, la fille du seigneur qui va se retrouver mêlée à un complot impliquant le tsar et un démon, m'ont vraiment accroché. Le côté folklore d'Europe de l'Est, radicalement différent de ce que je lis d'ordinaire, m'a complètement transportée et dépaysée. J'ai vraiment aimé qu'on mette en avant des personnages juifs, une représentation qui est finalement assez peu courante, et en rentrant dans des détails qui posent tout de suite l'ambiance. Le côté merveilleux du conte m'a aussi complètement transportée, et s'il s'agit de fantasy, j'ai trouvé que ça amenait quelque chose d'encore différent. On est d'ailleurs sur une réécriture, même si assez souple, du conte de Rumpelstiltskin. Putain, j'ai réussi à le dire du premier coup. Une matinée de folklore slave. Si vous aimez quand une intrigue tourne autour de la famille, du trope found family, donc la famille que l'on crée autour de soi, mais aussi si vous voulez lire une histoire où la sororité est au cœur des interactions entre les personnages, La fileuse d'argent devrait complètement vous ensorceler. Bon, on ne va pas parler que de réécriture de contes et cette sélection manque cruellement de l'habituelle touche romantaisie. Iris, je compte donc sur toi pour nous présenter une petite romantaisie qui collerait au thème. Glass est le premier tome de la trilogie des Glass de Stacey McEwan. L'histoire suit Dawson, une jeune femme vivant à la pointe, un territoire isolé, entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. Les habitants de la pointe mènent une lutte constante pour survivre au froid mordant, aux chutes mortelles dans le gouffre et à la violence de leurs voisins. À chaque nouvelle saison, ils doivent également échapper à la sélection. C'est un événement durant lequel les glaciens, des créatures ailées vicieuses, capturent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel, sans qu'on ne les revoie jamais. Dawson, dernier membre survivant de sa famille, a jusqu'à présent échappé à la sélection. Cependant, sa chance tourne lorsqu'elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Elle se retrouve alors confrontée à l'autre côté du gouffre, où l'attendent peut-être la mort, l'esclavage, ou pire encore. Le pitch de Glass m'a vraiment attirée lorsqu'on a fait nos recherches de livres sur le thème hiver et glace. Malheureusement, je n'ai pas du tout accroché avec le livre. Le ton dans l'écriture m'a paru un petit peu trop familier et l'histoire presque maladroite par moments. Et ça m'a en quelque sorte braqué dès le début de la lecture. Il m'a manqué des phases de description pour pouvoir être plongé véritablement dans l'univers. Avec ces points, je n'ai pas réussi à trouver un intérêt dans le monde créé par l'autrice. C'est vraiment dommage parce que l'idée de base était vraiment cool. Le rythme du livre m'a aussi un peu freiné. C'était vraiment très rapide pour moi, même si, à contrario, la romance a presque été lente en comparaison. Dawson et Ryan jouent au chat et à la souris une grande partie du livre. Le roman se termine sur un cliffhanger dont je ne parlerai pas, pour ne pas spoiler. Malgré cet élément, je ne suis pas sûre de lire la suite qui est parue il y a peu. Glass, ce n'est pas seulement du négatif, je salue tout de même la représentation de personnages queer, que ce soit Ezra, qui est non-binaire, ou encore un couple de monarques qui est lesbien. J'ai lu Glass à un moment où je souhaitais lire des livres très riches après plusieurs romances. Je pense sincèrement que Glass plaira aux fans de romantaisie qui aiment quand le récit va vite, voire très vite. Glass n'était juste pas fait pour moi. On a parlé de réécriture de contes slaves, de romantaisie, mais tu as trouvé un livre qui peut lier les deux. Eh bien exactement. Je continue sur ma lancée de fantaisie d'inspiration slave et j'y ajoute une pincée, ou plutôt une poignée, de romantaisie avec un roman qui naît, et j'en suis vraiment navrée pour celles et ceux qui ne lisent pas en anglais, pas encore disponible en français.
The Midnight Girls d'Alicia Jasinska. On y suit 2 jeunes femmes au pouvoir magique dans un royaume qui évoque complètement la Pologne, où les sorcières sont pourchassées et brûlées. 2 jeunes femmes complètement opposées qui vont se lancer dans une quête particulière, puisqu'elles convoitent le cœur pur d'un prince. L'une pour prouver sa valeur à sa mentor, qui en convoite le pouvoir, l'autre pour s'approprier ce pouvoir pour elle-même. Et je spoil un peu, enfin, c'est quand même sous-entendu clairement la 4e de couve, mais à mon sens, tout l'intérêt de l'histoire est là. On aurait pu s'attendre à un triangle amoureux, à 2 jeunes femmes qui tombent amoureuses du prince. Bah pas du tout, on est sur un rival to lovers saphique, et honnêtement, j'ai totalement lu le roman pour ça. Attends, tu veux dire que c'est une romantaisie que tu as aimée ? Oui, mais si elles sont lesbiennes, ça compte pas vraiment, je suis trop bon public quand c'est queer. Le roman est classé en young adult, de mémoire d'ailleurs il n'y a pas vraiment de smut, et l'ambiance est vraiment super bien posée. Les personnages sont vraiment bien campés, et on est sur du one-shot, donc du coup si vous voulez vous lancer dans la lecture en anglais, c'est plutôt pas mal. Ce thème hiver aura été vraiment dur pour moi, car il tombe en plein mois de janvier, alias le mois le plus morose de l'année. J'ai enchaîné les déceptions en lecture. Glace, dont j'ai parlé précédemment, mais aussi Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver, de Noémie Wiorek. Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver est un roman de fantasy publié en 2020 aux éditions de L'Homme sans nom. L'histoire se déroule dans le royaume de Mords, une terre autrefois enneigée qui, depuis la Grande Fonte, est devenue un paysage de boue et de désolation. Au nord, les sorcières nourrissent l'espoir de voir la neige tomber à nouveau. À l'est, Noir, un esprit maléfique et son second, un guerrier impitoyable, cherchent à plonger le royaume dans les ténèbres. Sur le trône, le jeune prince Yaroslav, un dernier héritier de la lignée royale, est en proie au doute quant à sa capacité à maintenir le royaume dans la lumière. L'univers est très riche, mais on n'a pas suffisamment de clés pour le comprendre et y rentrer. On doit être attentif à chaque phrase si l'on ne veut pas louper quelque chose qui pourrait avoir son importance par la suite. J'ai vraiment eu des difficultés à me plonger à 100% dans l'univers. Je pense que c'est en partie dû au point de vue omniscient qui m'a un petit peu troublée. De plus, le récit est assez lent. J'ai malheureusement abandonné ma lecture en ayant à peine dépassé la page 104 sur 476. Je ne peux clairement pas le chroniquer et donner plus de détails car je n'étais pas suffisamment avancée. Néanmoins, avec son pitch, je pense qu'il aborde parfaitement le thème hiver sans pour autant se dérouler en hiver, donc c'est très intéressant franchement. Les Chats des Neiges me semble être plus destiné à un public adulte car il en emprunte les codes et la complexité. J'ai vraiment essayé de persévérer parce qu'il me paraissait vraiment intéressant. Malheureusement, cette fois-ci, c'est une mauvaise pioche. À ça, j'ajouterai que mon emploi du temps ne me permettait pas de me plonger complètement dans le livre. Je pense que je réessayerai dans quelques temps de le lire, quand les astres seront peut-être un peu plus alignés. Tu m'as dit aussi avoir lu un roman assez original qui est pas tout jeune et qui est sorti dans une collection dans laquelle on n'a pas forcément l'habitude de lire beaucoup de science-fiction, mais quand même qui a une très belle ligne de science-fiction quand elle le fait. Donc c'est les éditions Cambourakis. Et est-ce que du coup tu veux nous parler de Neige ? Oui, bien sûr, Neige est ma dernière lecture. C'est un roman de Hannah Kavan, publié en 1967. Il s'agit de son œuvre la plus célèbre, et elle est souvent considérée comme un chef-d'œuvre de science-fiction littéraire. Le récit se déroule dans un monde apocalyptique où une immense calotte glaciaire envahit progressivement la planète. Le narrateur, un homme sans nom, est obsédé par une jeune femme, fragile, qu'il cherche désespérément à sauver. Durant sa quête, il est confronté à un rival, le Varden, qui exerce une emprise tyrannique sur la jeune femme. Le roman est marqué par une atmosphère surréaliste, mêlant réalité et hallucination. Tout le début du roman est plutôt étrange du fait de ce mélange, mais cela rend d'autant plus intéressant. Les thèmes abordés incluent le changement climatique, le totalitarisme, avec une perspective féministe sur la condition de la femme et la violence. Ce sont des thèmes particulièrement modernes pour l'époque, rappelons qu'il est sorti quand même en 1967. Je suis totalement tombée sur le livre par hasard en librairie il y a 15 jours, soit peu de temps avant mon départ en vacances à la montagne. J'ai particulièrement pris mon temps pour ma lecture, entre un Irish coffee, une raclette et une descente en luge. Je crois que tu as même un petit peu trop pris ton temps. Blame on me, je l'avoue.
J'ai l'habitude de lire à toute vitesse, mais pour Neige, je ne sais pas. J'avais une envie subite de le déguster page après page. Peut-être était-ce l'atmosphère du livre, ou le fait qu'il soit considéré comme un chef-d'œuvre de SF. En tout cas, je vais me laisser le temps de le lire tranquillement. Ce que j'en ai lu pour l'instant m'a énormément plu et j'ai vraiment hâte de le finir. Je vous promets que je retrouve très bientôt mon rythme de lecture digne d'une Formule 1. C'est sur cette promesse que s'achève la première partie de notre épisode spécial hiver. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une deuxième partie pour découvrir les novellas sur l'hiver, mais aussi nos recommandations. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les romans présentés. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site internet les-remarques.fr. Le podcast est accessible depuis notre site et toutes les plateformes de podcast. J'ai lu Monsieur le maire aussi. Ah, c'est bien. Votre chat, il est exceptionnel. Oh, c'est pas vrai. Ouais, je sais. Ça va être beau aussi. Génial, j'adore. Voilà.